Bonjour Aline. On est là aujourd'hui sous la pluie pour parler de L'écho du silence qui se passe à Guérande. L'écho du silence, c'est le 4e roman policier que tu as fait paraître. Tu as fait paraître aussi un livre jeunesse dont on ne va pas parler. Je suis radicale, mais je suis comme ça. Ce que je tenais à dire surtout, c'est que cette enquête qui s'inscrit donc dans une série, puisque c'est le 4e, se lit très bien toute seule. Déjà, voilà. Donc, et se lit tellement bien toute seule qu'en fait, ça donne qu'une envie, c'est de lire les 3 précédents. Donc, et c'est un but qui est totalement atteint, en tous les cas, un objectif que tu as réussi à mettre en branle et à accomplir avec un certain brio. J'ai eu beaucoup de plaisir à te lire, je te l'ai dit d'ailleurs, parce que tu mets en scène un couple improbable, comme on trouve de temps en temps dans les romans policiers, avec Cassidy, qui est une jeune fille qui ne travaille pas du tout dans les enquêtes à la base. Enfin, c'est pas son métier, c'est pas... Voilà. Elle travaille quand même dans une société de recouvrement, donc elle a l'habitude de mettre son nez dans les affaires des autres. Alors, tu sais que ça m'a fait rire aussi, parce que je suis une ancienne agente de recouvrement. D'accord. Je ne le savais pas. Dans ton livre. Mais en tous les cas, c'est pas tout à fait son monde non plus. Elle est là parce qu'elle a peut-être une sensibilité particulière et surtout parce qu'elle a fait des rencontres avant et qu'elle connaît donc Adrien, qui est le deuxième personnage de ce duo, un petit peu improbable, mais qui va bien se trouver et qui fonctionne très très bien. Adrien, c'est un ancien gendarme. Oui. Parce qu'à la base, les 3 premiers se passaient dans une gendarmerie. Oui, la gendarmerie de Carquefou, la commune dans laquelle je réside depuis 48 ans. Voilà, depuis 48 ans. Bientôt 48 ans, parce que je crois que ton anniversaire est dans 49 bientôt. 49 bientôt. Bon, 48. Et j'assume. Carquefou, qui est une ville internationalement connue, certes, mais en fait une petite bourgade à côté de Nantes, qui fait partie de l'agglomération nantaise. D'où est venu ce désir d'écrire et d'où est venu ce désir d'implanter ça dans une gendarmerie, non pas dans un commissariat, comme on trouve souvent dans les romans policiers aussi. Voilà, pourquoi écrire ? Alors j'ai toujours eu envie d'écrire, toujours eu envie de lire, sauf que la maladie très vite m'a rattrapée puisque je suis atteinte d'une maladie dégénérative qui affecte mes yeux. Donc plus ça va, moins ça va. Plus ça va, plus je suis obligée de prendre des loupes de plus en plus puissantes, tant si bien que même pour accéder à des livres écrits en grand caractère comme celui que j'ai apporté aujourd'hui, eh bien il me faut des loupes puissance 10, donc ça devient très fastidieux. Et cette maladie a aussi coûté finalement la vocation qui était peut-être ta vocation première, oui, c'est-à-dire moi, depuis d'entrer dans toute petite, je voulais être gendarme. Je me souviens avoir rempli le dossier quand j'étais au collège et puis avoir reçu une réponse négative. Donc là, ça a été très très difficile. Maintenant, je suis très contente parce que j'exerce le métier d'enseignant au lycée de Carquefou, justement, lycée d'Étienne d'Orves. Mais je suis très contente parce que pour pouvoir écrire ces intrigues, je me suis rapprochée de gendarmes qui m'ont aidée justement pour toute la procédure judiciaire. Moi, l'imagination, je la puise dans les faits divers, on verra ça peut-être tout à l'heure, mais j'avais besoin quand même d'avoir le regard de professionnel de la gendarmerie, histoire de ne pas raconter des bêtises et d'être au plus près de la vérité. Donc ça t'a permis quand même de rentrer dans cette gendarmerie. Exactement, je fais d'une pierre deux coups, tout à fait. J'allie ma passion de la littérature au métier que j'aurais rêvé exercer. Et voilà, donc la gendarmerie plutôt que la police, parce que voilà, la gendarmerie, je trouve que c'est le métier qui me convenait le mieux. Et puis pour te faire une petite confidence, en vrai, Aline, c'est pas mon vrai prénom, c'est Geneviève et c'est la patronne des gendarmes. C'est ça, la sainte patronne des gendarmes. J'ai donc une sainte à ma table, je vais faire attention. Je sais pas si je suis si sainte que ça, mais bon, je peux jouer le jeu. Quand tu as commencé cette série, donc, qui se passe à Carquefou, dans la gendarmerie, c'était un duo d'hommes à la base ? Oui, on avait donc Simon et Adrien. J'avais un petit faible pour Simon, pour mon personnage. Moi, j'ai besoin d'admirer mes personnages, mes héros en tout cas. Et au début, dans Les Ombres de Lerne, c'est lui qui était vraiment maître du jeu. C'est lui qu'on suivait. Puis Adrien était vraiment le gendarme un peu bougon, voilà, qui sait se rendre méprisable. Et curieusement, j'analyse parfois, j'essaie d'analyser la situation, mais curieusement, au fur et à mesure de l'histoire, je me suis prise de sympathie pour ce gendarme. Alors on va dire, t'es schizophrène, c'est toi qui as écrit l'histoire, tu sais ce que tu faisais. Non, en fait, en mettant ces 2 gendarmes au tempérament diamétralement opposé, finalement, j'ai fini par avoir plus de sympathie pour celui-ci. On peut même dire que tu le rends assez sexy d'ailleurs, parce que ce taiseux là, oui, tout à qui fait. est là, qui disparaît, qui revient, et puis bon, avec Cassidy, voilà, on sent qu'il y a une ambiguïté. Mais je suis très contente de cet aspect-là, parce que des fois même, il y a des petites mamies que je rencontre sur des salons qui me disent « Ah, moi, j'ai un petit béguin pour
Adrien, qu'est-ce qu'il est bel homme et tout. Et voilà, c'était aussi ce que je cherchais, parce que aussi quand on écrit, faut se faire plaisir, je pense. Et moi, j'ai beaucoup de plaisir à décrire Adrien, à le faire vivre en fait. Pour moi, c'est pas qu'un être de papier. Et quand tu es rentré dans le premier, est-ce que tu savais que tu partais déjà pour une série? Pour toi, c'était très clair? Non, honnêtement, alors pour être tout à fait honnête, j'ai écrit Les Ombres de l'Erdre, qui s'appelait La loi du talion au début. Vraiment, j'avais imprimé que 50 bouquins, je pensais le donner à ma famille, mes amis. Et puis comme il m'en est resté quelques-uns sur les bras, je l'ai proposé au Super U de Carquefou, et puis ils sont tous partis d'un coup. En un après-midi, c'était terminé. Et donc, je me suis dit, c'est que ça doit plaire. Donc, j'en ai réimprimé, puis réimprimé. Et puis après, le livre a vraiment rencontré son public. Et donc, rencontré ton éditeur aussi? Alors, ça, plus tard, parce qu'après, j'ai écrit la suite, parce que les lecteurs m'ont demandé une suite. Donc l'expérience de l'écriture, moi, ça m'avait vraiment plu, même s'il y avait des hauts et des bas, c'est-à-dire des moments de grande détresse, on se dit ah c'est nul, personne ne me lira, et puis d'autres moments où on rencontre des gens qui nous disent mais moi j'ai lu votre livre en 2 jours, j'ai pensé à autre chose, j'ai trouvé ça génial, donc là ça nous booste. Et donc j'ai écrit le deuxième, L'ombre du Santal, et c'est à partir de ce moment-là en fait, donc il a connu le même succès que le premier. C'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais d'aller poser les livres dans les magasins, ça me prend du temps en moins pour l'écriture. Donc j'ai envoyé mes manuscrits du 1 et du 2 donc, à des maisons d'édition. J'ai dû en faire 2 ou 3 et je visais Palémon. Et un jour, j'ai reçu le coup de téléphone de la directrice qui est Delphine Hamon pour me dire qu'ils avaient eu un coup de cœur vraiment pour mon intrigue. C'était L'ombre du Santal à l'époque, qui est le manoir des secrets maintenant. Et donc j'étais super contente parce que pour moi, c'était gagner de la légitimité sur la scène littéraire. Alors même si je suis enseignante en littérature, je pensais déjà que j'écrivais pas trop mal, mais le fait qu'il y ait un éditeur qui me dise voilà, on a eu un gros coup de cœur pour ton histoire, est-ce que tu veux travailler avec nous? Pour moi, je trouvais ça vraiment fantastique. Ouais, et puis il y a Palémon, alors qui est connu aussi par le fait qu'ils font des polars aussi, on appelle ça régionalistes. Oui. C'est-à-dire que voilà, c'est toujours ancré dans un territoire. Toujours, oui. Ça a été Carquefou sur les 3 premiers. Le lieu est presque aussi important que le personnage. Voilà, et tu te délocalises à Guérande, mais en tout cas, en tant que lectrice, c'est toujours sympa de reconnaître les lieux qu'on connaît, parce que Guérande, forcément, c'est une cité très touristique. En tant que Nantaise, j'y ai forcément mis les pieds à plusieurs reprises dans ma vie aussi. C'est sympa de revoir la ville en se disant tiens, il s'est passé une intrigue. Voilà, mais c'est une maison en tous les cas qui a acquis une bonne réputation. Ouais, c'est très sérieux. Parce qu'il ne s'assoit pas non plus sur la qualité littéraire des textes. Non. Et ça me l'a encore prouvé en te lisant, en tous les cas, avec ce plaisir que je ne t'ai pas caché. Donc les 3 premiers se passent avec ce couple d'enquêteurs. Oui. Tu finis par faire partir Adrien de la gendarmerie. Oui, à la fin du 3e volume, qui est Elle s'en repentira, donc qui est préfacé par le groupe Triane. Je ne vais pas chanter parce qu'il pleut déjà, mais c'est la jument de Michaud, l'hiver viendra, les gars, elle s'en repentira. Et bien là, j'ai commencé à avoir d'autres aspirations, c'est-à-dire que parler de Carquefou, c'est sympa, mais j'ai envie de faire voyager, comme moi j'aime beaucoup les voyages. J'avais envie de faire voyager mes lecteurs, donc je me dis, si je reste vraiment fermée à la brigade de Carquefou, ça va être très limité. J'ai envie de vous emmener en Écosse, par exemple, dans un prochain volume. Donc j'ai profité justement de cette envie que j'avais pour mettre un terme. Donc Adrien a donné sa démission. Donc c'est préparé, évidemment, dans le 3e volume, il le dit. Et puis dans le 4e volume, on découvre qu'il a franchi le pas, il a passé son agrément pour être détective. Et donc c'est sa vraiment première enquête en solo, mais pas tout à fait, puisque dans le 3e volume, on avait Cassidy Higgins, personnage dont on va parler, qui est quand même assez troublante de par sa personnalité et puis aussi ses visions extra-lucides, qui arrive et qui va permettre aussi au héros de se détacher et de devenir un détective à part entière. Moi, j'ai été nourrie au Agatha Christie et j'adore ces ambiances un petit peu surannées. J'aime pas trop la technologie en fait dans les enquêtes. Là, je travaille sur un roman jeunesse où il n'y a pas de technologie justement et je trouve que c'est appréciable. Ouais, et puis tu as introduit du coup un personnage féminin, tu as introduit cette notion de double vue. On en revient à la question de la vue aussi, qui t'habite aussi. Et c'est omniprésent. Tu nous as apporté, alors on voit bien que le même livre est paru en 2 éditions, L'écho du silence, moi je l'ai lu en version poche finalement, et il est aussi paru chez le même éditeur en gros caractères, ce qui s'adresse donc à un public qui a, soit qui a des yeux qui fatiguent, tout simplement parce qu'en vieillissant les yeux fatiguent aussi, et que c'est vrai qu'on a plus de confort à lire écrit gros, parce que ça, à partir de 40 ans, de toute façon la vue, ça s'arrange pas pour
personne en tous les cas. Mais et puis toi, ça te permettait aussi peut-être d'attirer l'attention sur cette maladie dégénérescente qui est celle qui. Oui, tout à fait. En fait, aussi, ouais. c'est un mécanisme inconscient, mais dans tous mes livres, si on recherche le champ lexical de la vue, il est omniprésent. Et puis ce don d'extra-lucidité dont est frappée Cassidy, frappée parce que finalement ça lui est arrivé, elle ne l'a pas cherché, eh bien c'est aussi peut-être glisser vers cette vue dont je suis privée, mais que j'essaye quand même de combler par la partie imagination et puis le ressenti. Moi je sais que j'adore me balader dans les forêts, dans les petits chemins et j'essaye vraiment d'être en phase avec la nature, plus à l'écoute de la nature. C'est peut-être un cliché, mais je sais que quand on est bien voyant, on est peut-être moins attentif à d'autres... C'est loin d'être un cliché, je crois même que c'est prouvé d'ailleurs que les autres sens se développent quand la vue est oblitérée, commence, voilà... On sent plus les odeurs, on a plus de goût, on est plus sensible aux choses dans l'espace aussi. Enfin voilà, c'est tout à fait. Moi, je sais que je suis très sensible quand je parle à une personne, qu'elle est dans un rayon de 2 mètres. Par exemple, là, j'arrive à te voir. Après, je vois pas la couleur de tes yeux. Si tu as des rides, je le vois pas. Je te trouve très belle comme ça. mais par contre, je vais ressentir ce que va dégager la personne. Puis la voix, tu es peut-être attentive à des signaux. La posture corporelle est très importante. Il y a des personnes auprès desquelles on pourrait passer des heures à discuter, et puis d'autres où moi je me sens pas bien. Et là, malheureusement, on n'a pas des heures, mais je vais quand même te poser une dernière question, parce que tu en faisais mention tout à l'heure aussi, c'était les faits divers, justement. Où est-ce que tu trouves l'inspiration pour ces enquêtes ? Et est-ce qu'il y a des sujets là aussi que tu as envie de mettre en avant à chaque fois, de parler ? Alors, on va quand même parler de l'écho du silence, où il y a un vieux monsieur qui va prendre contact avec Adrien. En lui disant qu'il y a peut-être des voix justement dans son manoir. Il entend des bruits. Voilà, il se sent un petit peu harcelé et puis à un moment il commence à se précipiter en disant là il faudrait que vous veniez parce que je sens qu'on commence à m'agresser. Sauf que quand Adrien débarque, en fait le monsieur est déjà mort dans des circonstances un peu particulières. C'est assez troublante, oui. Il était dans son fauteuil roulant, a basculé dans le vide, dans les douves. Dans les douves. Alors est-ce qu'il s'est jeté dans les douves ou est-ce qu'il a été précipité ? Il était juste en compagnie de son petit-fils qui est lui-même frappé d'autisme. Oui, alors voilà, le handicap, pour moi, c'est important d'en parler dans les livres. Surtout ce genre de troubles, on ne les trouve pas de manière assez évidente. Donc je me suis quand même beaucoup renseignée. De même, pour le don d'extra-lucidité de Cassidy Higgins. Alors je suis quelqu'un à la base d'assez terre-à-terre. Je ne crois pas que ce que je vois, puisque je sais très bien que les sens justement nous mentent, mais j'avais à cœur d'aller chercher des informations et sur l'autisme également pour ce petit garçon. Et d'ailleurs, la personne qui a fait la préface de ce livre, je l'ai choisie aussi parce que elle se reconnaissait dans ce petit garçon qui était différent des autres. Malmené à l'école et c'est important pour moi que le handicap se retrouve au cœur des histoires. Et tu as trouvé ton inspiration justement dans un fait divers ? Alors dans tous mes livres, j'écoute la presse, je lis la presse et parfois il y a des faits divers. J'ai des coupes, j'ai une petite boîte à la maison, une boîte à secrets, je mets les petits faits divers comme ça dedans et ils finissent par arriver dans mes livres. Alors je déplace toujours les histoires parce que j'estime que les faits divers c'est assez traumatisant pour les gens qui ont connu ces histoires, donc je déplace. Je sais qu'à Carquefou on avait eu il y a 2 ans je crois, il y a une dame âgée qui s'était fait couper la tête en maison de retraite par son fils. Donc ça c'est une histoire qui me fascine, mais jamais je la produirais dans le lieu parce que ça risque de blesser en fait les personnes. Et d'où te vient cette fascination pour les faits divers ? Tu trouves que ça dit quelque chose de la société ou tu te dis que des fois la réalité dépasse tellement la fiction ? Moi je rêve d'écrire un livre, je rêve d'en écrire beaucoup, mais mes yeux ne me permettent pas d'écrire autant que je voudrais, mais j'aimerais écrire un livre qui s'intitulerait « L'ensauvagement de la société ». Oui, je ne sais pas si je fais passer un message, mais je pointe du doigt le dysfonctionnement de la société, selon cette extrême violence qu'il peut y avoir et qu'on trouve dans les faits divers. Alors je voulais de gendarme, évidemment, moi ça m'interpelle. Et puis je me dis qu'il n'y a pas besoin d'aller imaginer des crimes. Par exemple, l'affaire de Ligonnès, qu'on a tous en mémoire, est tellement sidérante. Il n'y a pas besoin d'aller inventer des histoires. L'être humain sait très bien se montrer particulièrement ingénieux quand il s'agit de se débarrasser des autres.
Écoute, c'est une belle conclusion. Pas Mais... très positive. Non, ne t'inquiète pas. C'est une super conclusion. Merci beaucoup. Mais je te remercie, Amandine, de m'avoir invitée. C'était un plaisir. Yeah.